Le troisième objectif, et c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui est plutôt révolutionnaire, c'est que l'ensemble des flux financiers soient alignés avec ces objectifs de bas carbone et résilient au changement climatique. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire il faut mettre en place des projets, etc. On est en train de dire il faut changer l'économie. Il faut changer le monde, il faut le transformer, il faut que la finance suive. Et c'est là où est le réel enjeu, parce que ce point 2.c de l'article, cet alignement des financements, il joue sur les 1000 milliards. Et en plus, comme je vous l'ai dit, les 1000 milliards, c'est le véritable enjeu, et c'est un enjeu de redirection. Alors, on a beaucoup parlé de l'aide Nord-Sud précédemment. Il faut savoir que quand on regarde, aujourd'hui, il y a des études qui regardent les financements qui sont dédiés au changement climatique, c'est-à-dire, pour faire simple, efficacité énergétique, énergie renouvelable et un peu de transport durable. Dans des études qui ont des biais qui sont quand même très liés au financement public, puisque c'est là où la donnée est disponible, on a 75% de l'investissement qui est fait domestiquement dans le pays. Ce qui veut dire que quand on parle de réorientation des flux climat, oui, il y a une question nord-sud, oui, certains pays vont avoir besoin de financement supplémentaire, etc. Mais le principal effort, il est à faire domestiquement. Il est à faire en mettant en place des cadres de politique nationaux qui favorisent cette transition, en mettant en place des instruments financiers qui favorisent cette transition, et en s'assurant que les flux financiers, les capitaux, arrivent à bonne destination et captent le bon signal. Et la logique aujourd'hui s'applique justement à ça. Quand on regarde ce qui se passe dans le secteur financier aujourd'hui, on touche le secteur financier avec une approche risque, en lui disant attention, vous êtes en risque parce que vous ne savez pas ce que va être le monde demain, et probablement que vos opérations aujourd'hui, classiquement, sont basées sur qu'a été le monde dans le passé, comment il a évolué, quels sont mes risques demain. Sauf qu'aujourd'hui, on parle d'un changement, on parle d'une transition radicale. Et donc la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à ces changements? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez mesuré l'impact que vont avoir le changement climatique? Est-ce que vous avez mesuré l'impact que vont avoir les politiques climatiques? Moins de consommation de pétrole, moins de consommation d'énergie, plus ou moins de transport, on ne sait pas. Et ça c'est une vraie question, et c'est la façon dont sont approchés aujourd'hui le secteur financier. Ça se traduit pas de plein de façons différentes, mais c'est aussi ce qui a nourri ce qu'on a appelé la campagne de Divest Invest, ou de désinvestissement des énergies fossiles, qui touche beaucoup le charbon, qui touche de plus en plus d'autres énergies aussi, et qui a tendance aussi, et c'est là où je reviens, à avoir une influence sur la façon dont les projets sont menés dans les pays. Aujourd'hui, quand on parle de financement nord-sud, on parle beaucoup de banques de développement. Et les banques de développement, elles sont un peu télescopées par les deux, par les 100 milliards, par l'objet politique, et par les 1000 milliards. Aujourd'hui, vous avez des banques de développement qui doivent aligner leurs financements. Vous avez l'Agence française de développement qui met en place une stratégie climat. 50% des financements de l'Agence française de développement doivent avoir un co-bénéfice climat, plus exclusion des projets les plus polluants. Qu'est-ce que ça veut dire pour un pays du Sud? Pour un pays du Sud, ça veut dire que des projets qui ne sont pas réfléchis dans une stratégie climat, aujourd'hui, demain, ne trouveront peut-être plus de bailleurs. Ne trouveront peut-être plus de bailleurs parce que les banques publiques de développement ne financent pas, mais aussi parce que ça impacte des banques privées qui de plus en plus sont incitées à exclure un certain type de projets. Et les premiers qui sortent, c'est les projets charbon. Et alors ça, les banques aujourd'hui ont mis en place des politiques où ils différencient selon le niveau de développement du pays. Pour faire simple, on tolère des technologies moins performantes dans les pays les plus pauvres parce que l'objet principal c'est quand même de fournir de l'énergie. Et dans les pays les plus riches, on exclut totalement certaines technologies. Mais plus ça va aller, plus ces niveaux vont baisser. Et plus les technologies, et notamment le charbon, vont être exclues du financement. Et aujourd'hui, donc vous n'êtes pas financé, vous ne pouvez pas monter un projet. Donc, la stratégie climat, elle est vraiment sur les deux volets. Il y a une initiative qui s'appelle Mainstreaming Climate Change, et dont certaines institutions ont été signataires en France et ailleurs, qui correspond plus ou moins à ce que le changement climatique ne devienne plus une politique sectorielle, mais devienne une politique transversale qui nourrit l'ensemble des politiques. Et c'est ça la vraie révolution qui est en marche, et c'est ça qui a été acté par l'accord de Paris, et notamment par son objectif de point C, c'est ça. Il y a une autre chose qui va impacter le financement de projets, notamment lorsqu'il y a du financement public nord-sud, c'est que lorsqu'on parle de l'augmentation des financements nord-sud, il faut bien comprendre que vu les finances actuelles des pays développés, ce ne sera pas que du don. Et c'est un euphémisme. Ce qui fait que, et la France est très forte là-dedans, puisque l'Agence française de développement, certes, fournit du don, mais la majeure partie de ce que fournit l'Agence française de développement, c'est du prêt à un taux concessionnel, soit, mais ça reste du prêt qu'il faut rembourser à la fin. L'augmentation de cette aide va probablement se faire sous forme de prêt, ce qui fait qu'il faut que ce soit remboursé. Ce qui fait que les projets doivent plus ou moins se rembourser. Alors parfois, quand ça passe par de l'aide à l'État, c'est remboursé dans 30 ans, et c'est pas forcément le projet lui-même qui doit refinancer,
mais de plus en plus, on va chercher aussi d'avoir des cofinanceurs privés. Et pour que les cofinanceurs privés viennent, il faut que le projet soit bancable. Et pour que le projet soit bancable, il faut qu'il soit bancable notamment par rapport à un risque, et par rapport à un risque perçu. C'est-à-dire que c'est une autre dynamique qui aussi joue aujourd'hui sur les questions de financement, c'est quelle crédibilité accordez-vous aux politiques publiques? Aujourd'hui, vous avez les INDC, les stratégies nationales. Les pays vous disent, je vais faire ça, 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 ça. En 2050, j'aurai décarboné mon économie. Qui y croit? Quelles sont les preuves? Aujourd'hui, quand on regarde les prix du carbone sur le marché, etc., concrètement, ça veut dire que les entreprises ne croient pas à ces politiques. Ne croient pas que ça va se réaliser. Elles peuvent se tromper. En Allemagne, quand vous regardez comment elles se sont préparées à la sortie du nucléaire, on peut penser qu'elles ne croyaient pas non plus à ce que la sortie du nucléaire allait réellement arriver. C'est arrivé. C'est pas parce que les entreprises ne perçoivent pas ce risque-là qu'il n'existe pas. J'ai pas dit ça. Mais il y a une vraie problématique de cohérence de la parole publique, et notamment lorsque vous avez une politique publique qui d'un côté vous dit mon objectif c'est les 2 degrés, je vais réduire mes émissions, et de l'autre côté le même gouvernement qui va financer des projets qui sont à l'encontre de cette stratégie-là. Là, vous avez une incohérence, et cette incohérence va brouiller le signal. Et le rôle de la politique publique, c'est de donner ce signal de long terme. Aujourd'hui, pourquoi il y a une intervention des politiques publiques sur le climat? C'est notamment pour donner ce signal de long terme. Et ça passe par une cohérence avec soi-même. Ce que je fais avec la main gauche se passe avec la main droite. Donc ça, c'est le cadre législatif, et c'est vraiment lié à la notion de risque et à la notion de signaux. Alors, je vais finir mon exposé là avec une autre chose dans l'accord de Paris qui peut exister, qui peut jouer sur la question des financements et notamment sur les projets Nord-Sud. On en a parlé au tout début, c'est l'article 6. Alors l'article 6, pour ceux qui s'y connaissent en histoire des négociations internationales, c'est le revival de la mise en œuvre conjointe et du mécanisme pour un développement propre. Pour faire simple, historiquement c'était quelque chose dans le protocole de Kyoto, c'est de la compensation carbone. Pour faire très très simple, je simplifie énormément. C'est de la compensation carbone, c'est je paye des projets pour qu'ils réduisent des émissions et je récupère des certificats qui me disent que les émissions ont été réduites et je m'attribue un peu ces réductions des émissions. Aujourd'hui, sur l'article 6, c'est beaucoup plus vague que ça aujourd'hui. C'est potentiellement plus large aussi parce qu'on ne parle pas de réduction d'émissions, mais on parle de mitigation outcomes. Je traduirais ça comme je souhaitais, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, avant on parlait beaucoup de projets, aujourd'hui on va peut-être parler de politique. On va peut-être pas mesurer à la tonne près, mais on va en gros favoriser des politiques de réduction. Et ça, c'est quand même une source de financement qui, je dois l'avouer, ma perception, c'est qu'elle va rester marginale par rapport aux 100 milliards, mais c'est quand même une source de financement additionnel et qui aura tendance à être plutôt du don et pas du prêt. Et donc, c'est quelque chose qui peut aussi améliorer l'économie des projets en soi. Donc, la question du financement, elle est double. Il y a la question de quelle est l'économie de mon projet et comment je fais en sorte que mes recettes recouvrent mes dépenses plus les intérêts, etc. Ça peut être lié à des dons, des subventions, etc. Et il y a la question du financement en soi, c'est que même si j'ai un projet bancable, je ne suis pas sûr qu'on me prête l'argent. Donc il y a l'accès au financement. Donc c'est vraiment sur ces deux volets aussi qu'il y a des évolutions à faire. Donc pour conclure et pour résumer mon propos, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que il y a des questions, donc quand on parle de financement nord-sud, c'est une question vraiment politique, mais il y a une question beaucoup plus globale de redirection des flux financiers. Et cette redirection, elle se fera, et j'ai envie de dire, ce sera ni entrée ou dessert, ni plat plus dessert, ce sera entrée, plat, fromage, dessert, café, digestif, etc. C'est tout le monde. Là, il n'y a pas de jaloux, et c'est un peu ce que dit l'accord de Paris. L'accord de Paris, pour moi, il cloue un peu des discussions au niveau international de savoir qui agit, etc. Maintenant, on met tout le monde devant ses responsabilités. Ce ne seront pas les États ou les villes, ce seront les États, les villes, les entreprises, la société civile, les ménages, les banques, les institutions financières, etc. etc. C'est tout le monde, pas de jaloux. Merci beaucoup. Merci.